À la lecture du testament, j'ai regardé mon père m'arracher des mains un chèque de 90 millions d'euros et y mettre le feu. La voix de ma mère a tranché le silence comme un couteau. Voilà ce que tu mérites pour nous avoir tourné le dos. Les flammes ont avalé le papier, la fumée s'enroulant dans l'air comme pour m'effacer avec lui. Tout le monde s'attendait à ce que je crie, que je me batte, que je m'effondre. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas scié. J'ai simplement souri, car ce qu'il brûlait n'était pas réel. Je m'appelle Chloé Cartier, la petite fille d'un milliardaire. Et ce jour-là, mes parents pensaient avoir détruit mon avenir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon grand-père m'avait préparé à ce moment, préparé à affronter la famille qui m'avait trahi, à survivre au feu et à renaître de mes cendres avec plus que de l'argent, avec la vérité. Le hall en marbre de Hébert et associé luisait si fort que c'en était presque douloureux à regarder. Mes talons claquaient sur le sol alors que j'entrais, un son que je n'avais pas entendu depuis des années. C'était comme une armure, chaque claquement me rappelant que je n'étais pas là pour supplier. J'étais là pour être témoin. La réceptionniste m'a à peine regardé avant de désigner les portes en verre. À l'intérieur, la salle de conférence était déjà pleine. Ma mère, Sarah, était assise, raide, ses perles enroulées autour de ses doigts, ses lèvres si serrées que je me demandais si elle n'allait pas se fendre. Mon père, Robert, était adossé à sa chaise, les bras croisés, un air renfrogné gravé sur son visage comme s'il m'attendait depuis le matin. Et Jacques, mon frère aîné, était avachi, les jambes croisées, ses lunettes de soleil repoussées sur sa tête, comme s'il s'agissait d'un simple brunch du dimanche. Aucun d'eux ne m'a accordé un regard. Mademoiselle Cartier, dit Guillaume Hébert, l'avocat de la famille, debout au bout de la longue table en acajou. Sa voix était calme, professionnelle, mais son regard était lourd de sens. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes ici aujourd'hui pour accomplir les dernières volontés de votre grand-père, Henri Cartier. J'ai pris la dernière place, comme toujours, silencieuse et délibérée. L'odeur de cire au citron et de vieux cuir flottait dans l'air. Mes mains reposaient sur mes genoux, stables, bien que mon pouls martelait ma gorge. Monsieur Hébert s'éclaircit la gorge et commença. À Jacques Cartier, lut-il en dépliant une page impeccable, votre grand-père lègue le chalet de Chamonix et sa guitare Gibson de 1959. Le sourire narquois de Jacques vacilla un instant. C'est tout, marmonna-t-il. Monsieur Hébert ne répondit pas. Il continua sans heurts. À Robert et Sarah Cartier, son fils et sa belle-fille, il lègue l'horloge de parquet familiale, sa collection de vinyles et un don de charité de 10 000 € fait en vos noms. Le silence se brisa. Ma mère haleta, s'étouffant d'incrédulité. Pardon ? C'est absurde. Mon père laissa échapper un rire amer. Une blague. Ce doit être une blague. Je fixai la table polie, laissant leur indignation m'envahir comme de l'électricité statique. Puis le regard de monsieur Hébert croisa le mien. Et à Chloé Cartier, dit-il lentement, d'un ton délibéré, il lègue l'intégralité de son patrimoine financier, s'élevant à 90 millions d'euros. Le silence se fit dans la pièce. Pendant un battement de cœur suspendu, j'aurais juré entendre le bourdonnement des néons au plafond. Quoi ? Lança mon père en se penchant brusquement en avant. Vous m'avez entendu, dit fermement monsieur Hébert. Ceci a été notarié il y a 3 mois. La décision était délibérée. Le visage de ma mère se tordit, les veines saillantes sur ses tempes. Elle ne nous a pas parlé depuis des années. Elle a abandonné cette famille. Elle ne va pas revenir ici comme une martyre pour empocher une fortune. Je relevai le menton, parlant enfin. Je ne suis pas revenu. J'ai été invité. Jacques ricana en se penchant en arrière sur sa chaise. Grand-père a juste eu pitié de toi, Chloé. Pauvre petite Chloé, qui n'arrivait pas à suivre. Mais Hébert fit alors glisser une enveloppe brune scellée sur la table vers moi. Le cachet de cire portait encore le blason que mon grand-père avait gravé de ses propres mains. Pour vous, dit-il doucement. Ces dernières paroles étaient claires. Elle est restée silencieuse et elle est restée forte. Elle n'a jamais été oubliée. Je tendis la main, mes doigts effleurant le seau juste au moment où la main de mon père fusa sur la table. Ses doigts se refermèrent sur l'enveloppe avant même que les miens n'aient pu se fermer. Sa poigne était de fer, les veines gonflées, comme si le papier lui-même l'avait personnellement trahi. Robert, prévint monsieur Hébert, la voix sèche, cela appartient à Chloé. Mais mon père la déchirait déjà, ses mouvements sauvages, comme un prédateur éventrant sa proie. Le chèque glissa,
un rectangle impeccable d'encre et de promesses. Son visage se tordit alors qu'il le brandissait, le secouant en l'air comme la preuve d'un crime. 90 millions d'euros. Sa voix se brisa, trop forte pour la pièce. C'est de la folie. 7. Cette fille ne mérite pas un centime. Je restai immobile, mes ongles creusant des croissants dans mes paumes. Ma mère se jeta ensuite en avant, arrachant la lettre pliée qui avait été glissée à l'intérieur. Elle la déplia avec des mains tremblantes, ses yeux balayant les mots, sa lèvre retroussée. Pour celle qui est restée silencieuse et qui est restée forte, cracha-t-elle les mots comme du venin. Puis elle déchira la lettre en deux. Silencieuse? Forte? Elle était ingrate. Toujours ingrate. Rends-moi ça, dis-je, la voix basse. Mais ma mère se contenta de rire, d'un rire amer et strident. Oh, écoutez-la. Calme, posée, comme si elle était au-dessus de nous. Elle déchira la lettre encore et encore, jusqu'à ce que les morceaux ne soient plus que des confettis éparpillés sur la table. Jacques se renversa sur sa chaise, les bras croisés, observant le chaos comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Tu as toujours aimé jouer la victime, Chloé. On dirait que ça a finalement payé. Je tournai les yeux vers lui, mon regard stable, sans ciller. On dirait que tu devras te contenter des restes d'une guitare pendant que je repars avec l'avenir. Son sourire narquois vacilla. Assez, rugit mon père, abattant le chèque sur la table. Sa main plongea dans la poche intérieure de sa veste, en sortit un briquet en argent. Le déclic résonna comme un coup de feu. Papa, lançai-je en me levant. Tu ne rachèteras pas ta place dans cette famille, cria-t-il en actionnant la molette. La flamme jaillit, avide. Tu nous as quittés, Chloé. Tu nous as quittés bien avant la mort de ton grand-père. Robert, n'osez pas, commença monsieur Hébert en se levant, mais il était trop tard. Mon père approcha la flamme du bord du chèque. Le papier se recroquevilla instantanément, des veines noires parcourant sa surface tandis que le feu dévorait l'encre et les promesses. Les lèvres de ma mère s'étirèrent en un sourire cruel alors que des cendres tombaient en flocons dans le cendrier en cristal. Voilà, dit-elle en croisant les bras, ce qui arrive quand on trahit sa famille. Je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. J'ai simplement regardé la traînée de fumée monter, tourbillonnant comme de l'encens à des funérailles. Et puis j'ai souri, parce que ce qu'il brûlait n'était pas ce qu'il croyait. La flamme attrapa le bord du chèque avec un sifflement si aigu qu'il trancha le silence. Mon regard se figea sur le papier qui se recroquevillait dans la poigne de mon père, les coins se repliant vers l'intérieur comme les pétales d'une fleur qui brûle. La fumée s'élevait en spirale délicate, presque belle si elle ne consumait pas 90 millions d'euros. Arrêtez, cria monsieur Hébert en se penchant sur la table. Mais mon père retira son bras comme un fou, les jointures blanches alors qu'il tenait plus haut le papier en feu. Cet argent ne lui appartient pas, hurla-t-il. Elle a tourné le dos à cette famille, et maintenant elle croit pouvoir revenir et tout prendre? Pas tant que je serai en vie, Robert. Ma mère pleura, mais pas en signe de protestation. Elle souriait, sa voix chargée de satisfaction. Brûle tout. Qu'elle voit ce qui arrive quand on crache sur les siens. Une pluie de cendres tomba dans le cendrier en verre, des flocons noirs tombant comme une neige morte. L'odeur était âcre, amère, étouffant l'air. Je restais figé, chaque nerf de mon corps hurlant de me jeter en avant, de sauver le chèque, de prouver que ma place était ici. Mais je ne bougeais pas, car je savais. Mes mains se crispèrent le long de mon corps. Mon pouls tonnait à mes oreilles, mais mon visage resta calme, presque serein. Vous pensez que le feu efface la vérité, murmurai-je. Mon père écrasa les restes carbonisés dans le cendrier, sa poitrine se soulevant. Maintenant, nous sommes quittes. Sa voix était rauque, éraillée, pleine d'une rage qui n'avait nulle part où aller. Ma mère se renversa en arrière, croisant les bras. Tu ne gagneras jamais contre nous, Chloé. L'argent ne peut pas réécrire le passé. Tu nous as abandonnés quand ton père était malade. Tu nous as abandonnés quand nous avions le plus besoin de toi. Jacques eut un petit rire sombre. Elle ne se défend même pas. Regardez-la, debout comme une statue. C'est grand-père qui t'a appris ça aussi, Chloé? Jouer la faible jusqu'à ce que tu touches le pactole? Je levai enfin les yeux vers lui. Non, dis-je doucement. Il m'a appris que le silence peut être plus tranchant que les cris. Le silence retomba sur la pièce, ce genre de silence qui semble vivant, lourd de mots que personne n'ose prononcer.
À l'intérieur, ma poitrine brûlait plus fort que la flamme qui venait de dévorer le chèque. Colère. Trahison. Mais sous tout cela, autre chose. Le triomphe. Car ce qu'ils avaient réduit en cendres n'était pas réel. Ce qu'ils avaient détruit était un leurre, un faux que mon grand-père avait laissé derrière lui pour que je le place dans cette enveloppe. Sachant exactement ce qu'il ferait, il savait qu'il voudrait détruire quelque chose. Il savait qu'il ne pourrait pas résister au feu. Et maintenant, il pensait avoir gagné. Je l'ai laissé le croire. Je l'ai laissé ricaner et mépriser, les laisser prendre mon silence pour une défaite. Mais derrière mon sourire calme, je détenais déjà le véritable héritage. Et bientôt, ils apprendraient que le feu qu'ils avaient allumé n'était que le commencement. La fumée flottait encore dans l'air quand M. Hébert s'éclaircit la gorge. Ses yeux se tournèrent vers moi, stables mais interrogateurs, comme s'ils savaient déjà ce que mes parents ignoraient. Je fis le plus petit des hochements de tête. Il ne dit rien, mais son silence était une sorte de bouclier. Mes parents pensaient en avoir fini, avoir réduit mon héritage en cendres, mais je sentais le poids d'une autre enveloppe dans la poche de mon manteau. Celle que mon grand-père avait pressée dans mes mains 2 mois avant sa mort. Sa poigne avait été fragile, sa voix basse, mais ses yeux brûlaient encore du feu d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Ils essaieront de détruire ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, avait-il murmuré, se penchant près de moi. Alors, je vais leur donner quelque chose à brûler. Laisse-les avoir leur victoire. Ce qui compte sera déjà en sécurité. J'avais ri nerveusement à l'époque, pensant que c'était juste de la paranoïa. Mais en regardant la dernière braise s'éteindre en cendres froides, je compris enfin. La lettre qu'il m'avait donnée était scellée à la cire, le blason de sa famille profondément imprimé à la surface. Je l'avais ouverte la nuit précédant la lecture du testament, mon cœur battant la chamade comme si je m'aventurais déjà en territoire interdit. Chloé, commençait la note de son écriture familière et déliée. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que la famille en qui j'avais autrefois confiance rôde comme des loups. Le chèque que l'on te donnera n'est pas le vrai cadeau. C'est un appât. Ils le brûleront et penseront t'avoir détruite. Mais la vérité est déjà hors de leur portée. Je pouvais encore voir son écriture, tremblante mais délibérée. Le véritable héritage a été sécurisé, viré sur un trust à ton nom, protégé par ceux en qui j'ai confiance en dehors de cette famille. Quand le feu s'élèvera, ne panique pas, souris. Ce sera ta victoire. Alors j'avais souri. Pas par courage, ni par défi, mais parce qu'au moment où mes parents ont allumé ce papier, je savais qu'ils étaient tombés droit dans son piège. Je pressai une main contre la poche de mon manteau, sentant le froissement de la seconde enveloppe, plus épaisse, plus lourde. À l'intérieur se trouvait une clé gravée du mot « Trillium ». Mon grand-père me l'avait donnée sans autre explication que, un jour, tu auras besoin de ce mot plus que de l'air. Maintenant, il pulsait dans ma mémoire comme un battement de cœur. Jacques se pencha en avant, un sourire narquois en regardant les cendres. Alors, Chloé, le chat t'a mangé la langue? Ou tu te rends juste compte que tu n'es pas aussi spécial que tu le pensais? Je me tournai vers lui, mon sourire stable. Non, Jacques. Je me rends compte que tu es exactement aussi prévisible que grand-père le disait. La confusion vacilla sur son visage, mais je n'en dis pas plus. Laissons-le mariner. Car bientôt, très bientôt, la vérité brûlerait plus fort que n'importe quelle flamme qu'il pourrait conjurer. Le lendemain matin, les échos de marbre du cabinet d'avocat furent remplacés par le silence feutré de la banque privée Lafond. Le bâtiment semblait ordinaire de l'extérieur, briques rouges, portail en fer, lierre grimpant sur les murs, mais à l'intérieur, c'était une forteresse. Une épaisse moquette étouffait les sons, et l'air sentait légèrement le cèdre et l'encre. Mademoiselle Cartier, dit l'employé à l'accueil après avoir scanné ma carte d'identité. Son ton s'adoucit une fois qu'elle lut le dossier. Vous êtes ici pour le coffre 12. Monsieur Adam vous attend. Monsieur Adam, le vieil confident de mon grand-père. Il attendait près de l'ascenseur, les cheveux argentés soigneusement peignés, sa posture aussi droite qu'elle l'avait été des décennies auparavant. Chloé, me salua-t-il d'un petit hochement de tête, la voix mesurée. Henri a préparé ceci bien avant son décès. Suivez-moi. Nous descendîmes en silence, l'ascenseur gémissant comme s'il portait le poids de secrets. Mes paumes devinrent moites, non pas de peur, mais d'anticipation. Grand-père avait fait confiance à cet homme. Cela seul me rassurait. La chambre forte s'ouvrit avec un sifflement mécanique,
l'air froid me frôlant le visage. La pièce s'étendait devant moi, bordée de tiroirs métalliques, chacun marqué de numéros discrets. Monsieur Adam me guida vers l'un d'eux. Coffre 12, dit-il en plaçant une petite clé en laiton dans ma paume. Le mot « Trillium » était gravé faiblement sur le côté. J'avalais ma salive. Il m'a donné ce mot il y a des mois. Monsieur Adam hocha simplement la tête. Alors il vous a fait confiance pour être prête. La serrure tourna sans à-coups. Le tiroir coulissa avec un lourd soupir métallique. À l'intérieur reposait une enveloppe ignifugée scellée à la cire rouge, une petite pochette en velours noir et un épais dossier relié par un ruban cramoisi. Mes mains tremblaient alors que je saisis d'abord l'enveloppe. La cire portait le même blason gravé, l'étalon Cartier, fier et féroce. Je brisai soigneusement le sceau, dépliant une feuille de papier impeccable. Chloé, lisait-on. Si tu te tiens dans cette chambre forte, cela signifie qu'ils ont brûlé le faux cadeau, comme je le savais. Le chèque contenu dans cette enveloppe est le vrai, 90 millions d'euros, signé et sécurisé. Mais l'argent n'est pas l'héritage. Regarde plus profondément. Je sortis le chèque. Son poids me surprit, plus épais que la normale. L'encre était vive, la signature déliée de mon grand-père, incomparable. Mon souffle se coupa, mais je forçai mes mains à rester stables. Ensuite, j'ouvris la pochette de velours. Une clé USB glissa dans ma paume, lisse et froide. Je n'attendis pas Monsieur Adam me conduisit à une petite cabine privée où un ordinateur portable attendait. Mes doigts tremblaient en connectant la clé. L'écran vacilla, et puis il était là. Grand-père, assis dans son vieux bureau, des étagères de livres reliés en cuir derrière lui, la lampe poussiéreuse sous laquelle je me cachais enfant brillant faiblement sur le côté. Si tu regardes ça, Chloé, sa voix emplit la pièce, douce mais inébranlable, alors je suis parti. Et si j'ai raison, ils t'ont déjà montré de quoi ils sont capables. Mais toi, tu es celle en qui j'ai confiance. Cet héritage n'est pas une question de richesse. C'est une question de pouvoir, de contrôle et de survie. Et maintenant, il est entre tes mains. Je pressai ma main sur ma bouche, ma poitrine serrée par quelque chose qui n'était ni du chagrin, ni du soulagement, mais une tempête des deux. Pour la première fois depuis l'incendie, je sentis la vérité s'installer en moi. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé une arme. 2 nuits après la visite à la chambre forte, je trouvai Jacques qui m'attendait devant mon immeuble. Sa BMW noire tournait au ralenti sur le trottoir, ses phares perçant le crépuscule brumeux. Il était appuyé contre le capot, les bras croisés, la posture détendue, mais sa mâchoire se contracta quand il me vit. « Chloé » appela-t-il, la voix douce mais tendue. « Il faut qu'on parle. » J'ai failli passer sans m'arrêter, mais quelque chose dans son ton, mi-ordre, mi-supplique, me fit stopper. « Parler » fis-je écho. « De quoi ?»« Des cendres que tu balais encore sur les chaussures de papa. » Il tressaillit, juste une seconde, puis eut un sourire narquois. « Tu as toujours eu cette langue acérée. Grand-père devait adorer ça. Mais soyons réalistes, tout ça ne peut pas être à toi. 90 millions. Tu vas te noyer dedans. Partage avec nous. Avec moi. » Je ris, un rire bas et amer. Donc, il ne s'agit pas de famille. Il s'agit de ta survie. Les yeux de Jacques se durcirent. Ne fais pas semblant de ne pas avoir besoin de nous. L'argent ne te protège pas, papa est furieux. Maman parle de contester le testament. Tu ne peux pas les affronter seul. Je m'approchai, assez près pour voir le léger tremblement de sa main alors qu'il la passait dans ses cheveux. Tu penses vraiment que je suis seul ? Murmurai-je. Son sourire narquois vacilla. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grand-père a vu clair en vous, vous tous. Il m'a préparé. Il m'a donné plus que de l'argent. Il m'a donné des preuves. Son visage blêmit, son assurance s'écoulant comme de l'eau à travers un tamis. Des preuves de quoi ? Que tu me trahirais à la première occasion, dis-je d'un ton égal. Et te voilà, pile à l'heure. Le masque de Jacques se fissura alors, le désespoir transparaissant. Chloé, écoute. Ils m'y ont poussé. Papa a dit que si je ne le soutenais pas, je serais complètement écarté. Tu sais comment il est. Je le coupai d'un regard glacial. Tu as choisi ton camp. Ne prétends pas que tu étais impuissant. Tu souriais pendant qu'il le brûlait.
Pour une fois, Jacques n'eut pas de répartie. Ses yeux s'agitèrent, sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Finalement, il marmonna. Je ne pensais pas qu'il te donnerait vraiment tout. Et c'est pourquoi il ne te l'a pas donné, répliquai-je sèchement. Le silence entre nous s'étira, tendu, cassant. Des voitures passaient en vrombissant. Un chien aboya au bout de la rue. Mais tout ce que j'entendais était l'écho de la voix de grand-père dans ma mémoire. Le silence est la lame la plus aiguisée. Je me détournai, montant les marches vers la porte. Chloé, appela Jacques derrière moi, sa voix se brisant maintenant. Si tu continues à les pousser, ils te détruiront. Ils l'ont déjà fait. Tu sais qu'ils essaieront encore. Je m'arrêtai, la main sur la poignée, puis je lui jetai un regard. Mon sourire était fin, tranchant comme du verre. Qu'ils essaient, dis-je. Puis je fermai la porte derrière moi, le laissant dans la brume avec rien d'autre que sa bravade déclinante. Le palais de justice sentait le bois ciré et la vieille poussière, le genre d'endroit où la vérité soit s'élève comme le feu, soit se noie dans le silence. Je passai le détecteur de métaux, mes talons frappant le sol en marbre à un rythme assez régulier pour masquer la tempête en moi. À mes côtés, Sylvie Horton, l'avocate choisie par mon grand-père, marchait d'un pas assuré et calme, ses cheveux argentés relevés comme un étendard de bataille. À l'intérieur de la salle, mes parents étaient assis ensemble à une table. Mon père portait un blazer bleu marine, froissé aux manches, comme s'il n'avait pas dormi. Les perles de ma mère brillaient avec défi contre son cou, ses lèvres tordues en un très léger sourire narquois. Jacques était assis derrière eux, ses yeux s'agitant nerveusement, tapant du pied contre le banc. Ils ne me regardaient pas, mais je pouvais sentir leur haine comme une chaleur irradiant à travers l'allée. Le juge Klein entra, frappant une fois de son marteau. Nous sommes réunis aujourd'hui concernant la succession d'Henri Cartier. Des testaments contestés ont été soumis. Procédons. L'avocat de mes parents, jeune et arrogant, se leva le premier. Votre honneur, le testament légitime le plus récent lègue clairement tous les actifs majeurs à mes clients. Toute suggestion contraire est fausse et sans fondement. Je sentis le coin de la bouche de Sylvie tressaillir, un prédateur sur le point de frapper. Elle se leva lentement, chaque mouvement délibéré. Votre honneur, nous soumettons comme preuve un testament révisé, exécuté sous conseil juridique, notarié et signé par Henri Cartier lui-même 5 mois après le document qu'il présente. Des halètements parcoururent la salle d'audience. Mon père frappa du poing sur la table. Mensonge, rugit-il. Ordre, aboya le juge Klein. Mais Sylvie n'avait pas fini. Elle tapota sur une tablette et l'écran de la salle d'audience s'anima. Le visage de mon grand-père apparut, plus âgé, plus mince, reposant dans un lit de soins palliatifs, mais sa voix était claire et stable. Si vous regardez ceci, dit-il en fixant directement la caméra, cela signifie qu'ils font ce que je craignais. Ils m'ont fait pression pour signer un testament que je ne voulais pas. Je l'ai corrigé. Ma véritable héritière est ma petite-fille, Chloé Cartier. Sans coercition, sans aucun doute. C'était mon choix. Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par le son du hoquet étranglé de ma mère. La tête de Jacques tomba dans ses mains. La voix de Sylvie trancha la tension. De plus, votre honneur, nous avons une correspondance entre les intimés et Henri Cartier, le pressant de s'en tenir au scénario, sinon. Nous soumettons également le témoignage de monsieur Adam de la banque Lafond, qui a sécurisé le trust selon les instructions privées de monsieur Cartier. Le juge se renversa en arrière, ses yeux se plissant en direction de mes parents. J'ai vu la cupidité. J'ai vu la cruauté. J'ai rarement vu les deux affichés avec autant d'audace. Mademoiselle Cartier est confirmée comme l'unique héritière. La succession sera transférée en conséquence. Mon père se leva d'un bond. Ce n'est pas fini, cria-t-il. Asseyez-vous, Robert, lança le juge. J'ordonne également le gel de vos avoirs en attendant une enquête sur la coercition envers une personne âgée et la falsification de documents. Le marteau frappa de nouveau, final et tonitruant. La séance est levée. Je restai debout, le dos droit, alors que mes parents me foudroyaient du regard. Mais pour une fois, je ne me sentis pas petite sous leur regard. Pour une fois, j'étais intouchable. Les marches du palais de justice s'étendaient devant moi comme le chemin vers une nouvelle vie. Des journalistes s'agglutinaient près de l'entrée, les microphones brillant au soleil, leurs voix s'élevant en un chœur frénétique. Chloé, avez-vous une déclaration à faire ?
Chloé, que répondez-vous aux accusations de vos parents? Je m'arrêtai, le poids du marteau résonnant encore à mes oreilles, l'encre du jugement n'étant pas encore sèche. Mon reflet dans les portes vitrées semblait le même qu'à mon arrivée. Mais maintenant je portais autre chose. Le pouvoir. La paix. Je m'avançai vers les microphones. Ma voix était calme, régulière même. Ils ont déjà tout dit quand ils ont mis le feu au seul amour qui m'ait jamais considéré. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Les journalistes crièrent d'autres questions, mais je m'éloignai, mes talons frappant sèchement la pierre. Derrière moi, mes parents sortirent en titubant du palais de justice. Mon père aboyait dans son téléphone, déjà désespéré, déjà vaincu. Les perles de ma mère pendaient de travers, son visage pâle de choc. Jacques les suivait, silencieux, les yeux fixés au sol. Pour une fois, aucun d'eux n'avait l'air victorieux. Ils avaient l'air petits. J'atteignis le trottoir et inspirai. La ville bourdonnait comme toujours, des voitures klaxonnant, des inconnus se pressant, mais cela semblait différent maintenant, comme si le monde lui-même avait changé. Dans mon sac, la véritable enveloppe reposait documents légaux, papier du trust, la dernière vidéo de mon grand-père toujours enregistrée sur la clé USB. Mais la chose la plus précieuse n'était ni l'argent ni les papiers. C'étaient ces mots. Le silence est la lame la plus aiguisée. Ce silence m'avait porté à travers le feu. Il avait survécu à l'orage, et maintenant il m'avait mené ici, à la liberté. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, les lumières de la ville scintillant contre la fenêtre. Je déballais la vieille écharpe que mon grand-père m'avait donnée quand j'avais 10 ans, sentant encore faiblement le cèdre. Je plaçai le vrai chèque et la clé USB dans le coffre-fort au fond de mon placard, le fermai à clé, puis je m'assis à mon bureau avec une tasse de thé qui avait finalement refroidi. Pendant des années, je m'étais senti effacée, mise de côté, réduite au silence, oubliée. Ce soir, le silence était mien. Il n'était plus vide. Il était mérité. Je n'étais plus seulement la fille qu'ils avaient essayé de briser. J'étais la femme qui était renée des cendres qu'ils avaient eux-mêmes allumées. Et alors que la nuit s'approfondissait, je m'autorisais un dernier sourire. Ils pensaient m'avoir détruite, mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était prouver que mon grand-père avait raison. Le feu ne m'avait pas anéanti. Il m'avait révélé.